L'Afrique, chaque jour a une sagesse. Le maître du Kremlin s'est exprimé sur la place Rouge le 9 mai dernier à l'occasion de la commémoration de la victoire de l'URSS, l'Union soviétique, sur l'Allemagne nazie. Alors qu'il rendait en même temps hommage à ses soldats en Ukraine dont il vante la fierté, Vladimir Poutine a frappé dans la fourmilière en déclarant une fois de plus ouvertement que ce conflit est entre les Occidentaux et Moscou, parlant de la crise qui existe en Ukraine, en précisant, je cite, le peuple ukrainien est l'otage d'un coup d'État, fin de citation, mais aussi des ambitions de l'Occident. Auparavant, la Commission européenne soumettait aux États de l'Union européenne un bloc de sanctions contre la Russie, mais également contre la Chine, aujourd'hui considérée comme une aide militaire à la Russie. De vives réactions chinoises ont d'ailleurs été constatées. Que veut dire le patron du Kremlin? Tournant décisif de la civilisation, rime-t-il avec bipolarisation? Entendez, rupture de l'hégémonie occidentale et bien sûr, dans ce tournant décisif, l'Afrique jouera-t-elle un rôle principal ou secondaire? Des questions ou encore des interrogations qui seront soumises au regard panafricain de notre illustre invité qui n'est nul autre que Passion Parfait d'homme, homme politique. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir, princesse Cassandra. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur le plateau, surtout quand une thématique est aussi importante dans l'édification de la pensée authentique de l'humanité, parce qu'elle va mettre en relief une problématique de l'histoire tronquée de l'humanité à travers cette Seconde Guerre mondiale. Nous avons tous appris et on continue d'ailleurs d'apprendre à nos enfants et même petits-enfants, pour quelqu'un comme moi, que la Seconde Guerre mondiale a connu son issue définitive et favorable avec la défaite de l'Allemagne, mais que cela a été possible grâce à l'intrusion des États-Unis avec le débarquement en Normandie dans cette guerre. C'est faux. C'est faux, archi faux. Je profite donc de votre plateau pour rendre un hommage appuyé aux forces de l'Union des républiques socialistes soviétiques, à la Grande Russie, dont le sacrifice a été déterminant dans la défaite du nazisme et de la peste brune, dans cette idéologie raciste nazie-là. Sans ce sacrifice de ces millions de soldats soviétiques de l'époque, et donc russes, le monde occidental ne serait pas venu à bout de l'Allemagne nazie. J'aurais aimé être en rouge aujourd'hui pour dire merci à la Grande Russie pour le sacrifice de ses enfants, de ses filles et fils dans cette grande Nakba qui s'est abattue sur le monde. Oui. Et l'attitude aujourd'hui de certains leaders de la plutocratie occidentale européenne donne à penser qu'en réalité, il n'avait pas de divergence fondamentale avec Adolf Hitler. Sinon, comment soutenir aujourd'hui un régime nazi? Des régimes qui soutiennent des gens qui célèbrent le nazisme comme le régime ukrainien, avec tous les moyens communs pour essayer de déstabiliser la Russie. Ça donne à penser, ça donne à réfléchir. Et c'est l'occasion aussi pour moi une énième fois de ne pas oublier le sacrifice des Africains. Ça fait des centaines de milliers d'Africains qui se sont sacrifiés pour donner la victoire aux forces alliées. On n'en parle pas beaucoup. C'est impensable. Nous avons vu lors de cette commémoration que c'était le 8 pour les Français, mais le 9 à cause du décalage horaire pour les Russes. Ici à Yaoundé, l'ambassadeur de France, accompagné de certains hauts
gradés de l'armée et même hauts fonctionnaires de la sécurité militaire du Cameroun célébraient, n'est-ce pas, cette date de la victoire des Alliés. Mais presque même pas un mot traite ne fut dit, n'est-ce pas, en commémoration du sacrifice, à la mémoire du sacrifice des jeunes Camerounais. Je vous rappelle que la France libre est née ici au Cameroun. Oui. C'était au mois d'août 1945, ne l'oublions pas. C'est à partir d'ici, du Cameroun, de la ville de Douala d'ailleurs, que partiront, n'est-ce pas, cette troupe de jeunes qui vont vaincre les forces pétainistes qui étaient à Libreville d'abord, à Brazza après, à Bangui après, et qui vont se retrouver à Fort-Lamy, qui est N'Djamena aujourd'hui, premier regroupement, 17 000 hommes. Donc, ce sacrifice, quand il est oublié comme ça, par ceux qui commémorent une date aussi importante comme celle-là, j'ai l'impression qu'on essaie de nous dire votre sang a été versé pour rien. Non, oui. Il ne fut pas versé pour rien, comme le sang des jeunes Russes ne fut pas versé pour rien, comme le génie militaire de maréchal Zhukov, on n'en parle pas beaucoup, ne doit pas rester comme ça dans les oubliettes de l'histoire, passer par la trappe de l'histoire, parce que c'est grâce à ce génie, de ce maréchal, de ce savoir-faire militaire, de cette détermination de ces millions de soldats russes que les batailles comme celle de course, la plus grande bataille des chars au moment de cette Seconde Guerre mondiale, la bataille de Kaliningrad et la bataille de Berlin, fut en réalité des succès pour la Russie, et c'est ça qui avait obligé en réalité l'Allemagne nazie de capituler. Et non le jour le plus long qu'on nous raconte à travers les films hollywoodiens, c'est le sacrifice des jeunes Russes qui ont permis de mettre Adolf Hitler KO et d'éviter au monde, n'est-ce pas, cette peste brune qui voulait s'emparer de tout le monde entier, et surtout avec la place des Africains qui devait être la place des moins que rien, dont les peaux devaient être tannés pour servir de bottes aux soldats de Hitler. Voilà le destin qui nous était réservé, et nous disons merci et chapeau à la Russie d'hier comme à la Russie d'aujourd'hui dans cette opération militaire spéciale qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de mener avec beaucoup de succès au niveau de l'Ukraine. Merci, Passion Parfaite d'homme. Sans transition, nous sommes entrés dans le vif du sujet. On rappelle également qu'au lendemain de cette deuxième guerre mondiale, justement, les cartes ont été d'une certaine manière rebattues. Et depuis lors, on vit dans une sorte de, on va dire, bipolarisation du monde. Bon, pas bipolarisation, mais unipolarisation du monde, où les avis et tout ce qui va avec dans le monde est donc décidé de manière universelle par un petit bloc. Occasion, cette fois-ci, peut-être de rebattre également les cartes derrière cette déclaration de Vladimir Poutine. Mais le président Poutine, il est dans le vrai. En fait, il met cette vérité sur la table en disant au monde, c'est vrai, hier, pendant la guerre froide, il y avait la bipolarisation avait de sens. Mais depuis la chute du mur de Berlin, c'est un Occident avec ses politiques de domination, d'asservissement, de vassalisation des autres peuples du monde qui est presque rayonnant, qui donne des mots d'ordre, qui donne des injonctions, des directives à tous les peuples du monde, au point où les États-Unis, jusqu'à un passé récent, étaient considérés comme les gendarmes du monde. Oui. Voilà, Vladimir Poutine ne fait que rappeler aux États-Unis ce que j'appelle la marche de l'histoire. L'histoire a évolué et est arrivé à un nouveau tournant, l'histoire humaine de l'humanité, qui ne peut plus donner aujourd'hui, j'allais dire, ou bien rend caduque la prétention de l'Occident impérialiste de continuer à dominer ce monde. Ils se sont autoproclamés la communauté internationale. Quand vous entendez dans les médias mainstream, de plus en plus, nous depuis 10 ans, on essaie de déconstruire ce concept, ce narratif-là. Mais quand vous entendez communauté internationale, c'est quoi? C'est en fait le bloc anglo-saxon où se sont agrégés quelques pays occidentaux qui, du point de vue de la population mondiale, c'est à peu près 600 millions d'habitants. Or, nous sommes dans un monde qui a près de 8 milliards d'habitants. Donc, vous avez l'Europe, vous avez le Canada, vous avez les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
quand je parle de l'Europe occidentale, Oui, évidemment. oui, oui, C'est ça, la communauté internationale. Bon, ce sont aussi sont agrégés, bon, les nouveaux pays comme la Lettonie, bon, l'Estonie, bon, les pays slaves là, bon, et puis la Pologne qui fait beaucoup de bruit. Voilà Oui. la communauté internationale. Et ils estiment que quand ils ont pris une position, cette C'est une position est la position universelle. universelle. Oui. Alors, Poutine ne fait que leur rappeler que, attention, le monde est plus vaste que votre petit confit dont vous constituez. Le monde est plus important que cela. Et quand on dit plus important, il n'est pas qu'important sur le plan démographique, même sur le plan des traditions, sur le plan des cultures, sur le plan de la domestication de la science, sur le plan de la modernité, sur le plan des traditions, j'allais dire, primordiales. Le monde est plus important que vous. Donc, vous ne pouvez pas, de votre petit nombre, surtout qu'en réalité, même chez eux, les 600 millions dont je parle, ce n'est pas de manière mécanique que l'ensemble de ces 600 millions suit comme ça Oui. bêtement les injonctions. Au contraire, la majorité de ces 600 millions sont matés. Il y a une plutocratie qui domine l'Occident aujourd'hui. C'est elle qui dirige l'Occident, avec les conséquences que nous connaissons. Quand on voit aujourd'hui les manifestations en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, Oui. contre cette élite qui domine le monde, ça donne à réfléchir sur la valeur dont ils représentent. Je ne suis pas sûr que, en termes d'effectifs, des gens qui pensent réellement comme eux, il y a 50 millions de personnes là-dedans. Je ne suis pas sûr. Donc, je crois sincèrement que nous sommes face à une élite qui tente de domestiquer le monde, parce qu'ils sont à la tête du monde des affaires, ils sont à la tête du monde de la finance internationale, l'ancienne finance internationale. Je vous rappelle que le processus de dollarisation va faire naître un nouvel espace mondial de la finance internationale qui ne sera plus dominé par ce dollar et tous les robinets financiers qu'il contrôle. Oui. Donc, je crois que nous sommes en pleine mutation. Et Poutine ne fait que rappeler à ces gens-là que, attention, mais essayez de vous accommoder de la nouvelle mutation mondiale qui est en train de s'opérer. Ne regardez plus le monde avec ces œillères qui sont les vôtres, mais qui masquent la vraie réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est Césaire qui disait « Accommodez-vous de moi, je m'accommoderai point de vous ». C'est à eux de s'accommoder à la nouvelle réalité mondiale. Mais ils ne peuvent pas continuer comme ça, d'avoir cette vision obtuse dans laquelle ils pensent que ce qu'ils disent, ce qu'ils professent comme pensée, doit être la chose la mieux partagée. Faux, archi faux. Donc, Poutine ne fait que le leur rappeler et leur dire, vous êtes dans le mauvais chemin. Si vous ne faites pas attention, les lendemains vont déchanter pour vous, ces élites, n'est-ce pas, occidentales impérialistes, mais surtout, ceux qui ne font pas semblant de comprendre les nouvelles évolutions mondiale à travers notre planète. La passion parfaite d'homme. L'on rappelle également que dans cette même lancée peut-être polarisation, il y a à nouveau un bloc de sanctions contre la Russie qui a été soumis aux différents pays de l'Union européenne. Celle-ci concerne 541 sociétés russes et chinoises, notamment 521 sociétés russes par là, ou alors 526, et le reste sont des sociétés chinoises qui seront frappées par ces différentes sanctions. Et l'Union européenne brandit que c'est pour éviter le contournement des autres sanctions déjà qui avaient été prises contre la Russie. Ce qui nous intéresse, Passion parfaite d'homme, c'est la réaction chinoise, notamment par la voix de Wang Wenbin, qui est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il déclare: la division et la confrontation au niveau mondial ne feront qu'augmenter. Ça, c'est à la suite de ces déclarations de sanctions. Mais aussi, il est très dangereux de faire cela. Nous demandons à l'Union européenne de ne pas s'engager sur cette mauvaise voie, ou non, la Chine prendra des mesures fermes pour sauvegarder ses intérêts légitimes et légaux. À force de vouloir combattre une Russie, l'Union européenne, le bloc occidental ne se retrouve-t-elle pas dans une sorte de tourbillon finalement, passion parfaite? Je pense qu'ils sont dans les cyclones, les élites occidentales.
les élites occidentales qui veulent imposer une civilisation. La bataille est aussi d'ordre civilisationnel. Oui. Une nouvelle civilisation au monde. Parce que eux, ils sont acquis à cette civilisation nouvelle, humanoïde, et ils vont l'imposer au monde. Ils veulent même l'imposer à leur propre peuple. Et tout à l'heure, j'ai été obligé de faire un retour pédalage pour dire qu'on parle de 600 millions de l'humanité qui appartient au camp occidental. Ce n'est pas du tout vrai. Quand on creuse, on se rend compte qu'à l'intérieur de ce camp, il y a des divergences hors normes. Des divergences très importantes. Quand vous allez dans un pays comme les Pays-Bas aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des nouvelles forces politiques qui ont émergé, qui ne sont pas du tout d'accord avec la politique de la Commission européenne. Par exemple, sur le plan de l'agriculture. Vous allez en Allemagne, il y a de nouvelles forces politiques qui émergent, qui ne sont pas du tout d'accord avec la politique de M. Olaf Scholz, et d'abord qui combattent d'ailleurs le groupe des Verts, des écologistes. Ils estiment que l'écologie politique représentée par M. Olaf Scholz est un danger pour l'Allemagne, parce qu'elle va faire décrocher l'Allemagne de son leadership économique en Europe. En France, on voit l'expression de manifestations contre la réforme des retraites. En réalité, c'est une contestation de la politique de M. Macron. Donc, je prends ces quelques exemples pour vous dire que l'élite politique occidentale joue la carte de sa survie. Et pour cela, elle tente d'entraîner le maximum de confrontation, de conditions avec les pôles émergents nouveaux qui ne sont plus du tout d'accord avec cette politique faite d'injonctions, de sanctions et tout ce que nous connaissons. Je vous rappelle que quand il y a ces sanctions de manière répétée, vous avez des pays tiers, ça casse la confiance mutuelle qui aurait pu exister entre les États et amène les autres à regarder ce pôle prétendument dominant du monde aujourd'hui comme un pôle extrêmement belliqueux et dont il faudra affronter un moment ou l'autre. Maintenant, je vais dans le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'après la destruction de l'Union soviétique, avec la chute du mur de Berlin, les élites occidentales avaient désigné leur prochaine cible prioritaire. Ce fut la Chine. Pour eux, la Chine était un véritable danger. Il fallait tout faire pour imposer à la Chine des contrats léonins, des accords proches, des accords qu'ils ont tenté d'imposer à la Chine au 19e siècle, qu'on appelait les traités inégaux, d'épaissir la Chine pour ne plus en faire une puissance économique. Les conflits qu'il y a entre les États-Unis et l'Europe derrière, avec la Chine sur la question de Taïwan, ne sont que le reflet, n'est-ce pas, de cette politique, de cette volonté de l'Occident impérialiste de d'épaissir la Chine, de la ramener à une position d'une puissance mineure. La Chine en est consciente. Donc, ce n'est pas parce que prétendument la Chine serait venue en aide à la Russie, que ces sanctions leur sont opposées. Non, c'est parce que ça fait partie du projet c'est juste une voie empruntée pour profiter. Il se rend compte que plus le temps passe, plus il ne parvient pas à mettre à genoux la Russie, il faut s'attaquer rapidement à la Chine, parce que peut-être qu'il n'y a plus de temps à perdre, il faudra frapper sur les deux fronts. Et la Chine leur rappelle tout simplement que cette tentative, cette folie, ne se fera pas sans conséquence. Oui. De la part d'une réplique chinoise, qui aujourd'hui, elle aussi est à mesure sur le plan militaire, sur le plan scientifique, sur le plan économique, de pouvoir répondre à une quelconque agression vis-à-vis non seulement de son économie, non seulement de son territoire, mais de sa volonté d'être comme une puissance nouvelle dans le chiquier de nouvelles puissances qui sont en train d'émerger, donc par ricochet de ses propres intérêts. Donc je pense que nous assistons là à... Et moi je le dis, l'élite occidentale ne peut pas faire autrement que comme elle fait. Pourquoi? Parce qu'avec la disparition de ce monde unipolaire et l'avènement d'un monde multipolaire,
c'est remettre la prétention de l'Occident impérialiste de dominer le monde pour les 50 voire 100 ans à venir. C'est ça l'enjeu central. Comment prolonger la domination actuelle de l'Occident sur le reste du monde? Atteindre un monde multipolaire, c'est mettre fin à leurs prétentions. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. On épilogue souvent, on analyse en disant peut-être que les gens seront raison gardés. Moi, je ne serais pas étonné un jour d'entendre qu'il y a une provocation nucléaire de la part de l'Occident, c'est-à-dire avec leur petit toutou qu'est l'Ukraine, vis-à-vis de la Russie. Parce que peut-être pour ces gens-là, autant tout perdre que d'accepter d'être battu à la normale. Et en cela, vous trouvez donc Vladimir Poutine a totalement raison lorsqu'il dit que le peuple ukrainien est aujourd'hui l'otage d'un coup d'État, mais également l'otage des ambitions de l'Occident. Mais évidemment, évidemment, c'est une OPA inamicale que l'impérialisme a lancée sur l'Ukraine. Les Ukrainiens sont de pauvres victimes d'un plan machiavélique qui ne date pas même pas de février. Oui, de février 2022. C'est un ancien projet. Oui. Comment faire pour détruire et dépecer la Russie et enfin s'occuper de la Chine? C'est tout le problème. Et maintenir l'hégémonie économique capitaliste pour des siècles et des siècles à venir. C'est ça l'enjeu central. Et l'Ukraine se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit, mais surtout à la tête de cet État aujourd'hui, des élites qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucune ambition pour leur propre peuple, qui n'ont aucun respect pour leur propre peuple, qui se foutent pas mal, n'est-ce pas, de ces milliers de morts, de leur jeunesse. Ce sont des gens extrêmement dangereux, dont il fallait à tout prix dégager de la scène pour pouvoir avoir une bouffée d'oxygène pour notre planète. Sinon, en ayant l'élite au pouvoir actuellement en Ukraine, qui répond, n'est-ce pas, qui est soumise totalement aux intérêts de l'impérialisme occidental, l'humanité joue sur un fil. C'est sur un fil là que ça se joue. Ça peut basculer très rapidement vers un Armageddon qui ne dira pas son nom. Donc, je crois sincèrement que la folie occidentale d'aller de provocation en provocation, alors qu'ils sont battus sur le terrain économique, ils sont battus sur le terrain de l'avancée militaire, et scientifique, et technique, et technologique, et en réalité, ils refusent leur défaite. Et pour cela, ils sont prêts à créer le chaos, un chaos mondial, tout simplement parce qu'ils ne perçoivent pas les mutations qui s'opèrent, et ils ne se disent pas, peut-être qu'il serait de bon temps pour nous d'accepter cette réalité mondiale et de travailler davantage pour pouvoir nous arrimer au nouveau monde qui est en train de nous tendre les bras. Et comment parler de cette multipolarisation, encore de ce tournant décisif qu'a pu déclarer ou alors décrire Vladimir Poutine, sans penser à l'aspect économique qui aujourd'hui reste quand même le socle de cette influence mondiale, peu importe de quel bord il s'agit. On parlera notamment des BRICS, par exemple, qui aujourd'hui sont en train de vouloir s'élargir avec les demandes d'adhésion de plusieurs pays africains, mais également de plusieurs pays au-delà, un peu partout dans le monde. On a l'Arabie saoudite, on a par exemple l'Algérie, on a plusieurs pays africains qui essayent de se cramponner à cette nouvelle influence économique. Alors, à partir de ce moment-là, les jeux sont déjà jetés, passion parfaite. Oui, on peut dire que les dés sont jetés, mais les dés seront davantage jetés quand les dirigeants des pays dominés vont enfin prendre la mesure des enjeux sur le plan planétaire. Il faut que le monde tourne la page de cette domination impérialiste occidentale. Le monde doit revenir à la base de ce qui a fondé la Société des Nations Unies, c'est-à-dire les Nations Unies. C'est le sacro-saint principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Oui. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut donner la latitude aux peuples de choisir leur propre voie
vers le développement, il ne faut pas tout imposer au peuple, aux différents peuples du monde. Certes, il faut toujours qu'il y ait la coopération internationale. Oui. Certes, il faudra toujours qu'il y ait des coopérations humanitaires sur le plan international. Certes, il faudra qu'il y ait des limites, j'allais dire même des tabous, sur le plan des avancées scientifiques et techniques. Je disais tout à l'heure, là, en Angleterre, on veut faire une fécondation in vitro des fœtus avec les éléments de l'ADN du papa, de la maman, mais aussi d'un troisième élément qui n'est ni le père ni la mère. Quand vous commencez à jouer comme ça avec l'humanité, ça veut dire que vous avez un projet de remplacement de l'être humain sur la forme que nous la connaissons, naturelle que nous la connaissons aujourd'hui. Et c'est ça le danger dans cette affaire. Ce danger, il est aussi visible dans l'intelligence artificielle. Au lieu que la robotique, par exemple, soit mise au service pour faciliter la vie de l'être humain, d'autres gens ont des projets de cette intelligence artificielle, au contraire, pour soumettre l'être humain à la machine, à une volonté, on ne souhaite sera planqué, mais qui va soumettre l'ensemble de l'humanité à cette même volonté par le biais de l'accélération de la recherche scientifique et technique et de cette intelligence artificielle. Je pense que c'est un danger pour l'humanité que nous devons savoir affronter avec toute la mesure que cela peut comporter. Il faudra faire attention. Donc, je pense sincèrement que le monde se trouve à la croisée de chemin. D'un côté, des gens qui pensent qu'ils sont tout permis. C'est-à-dire que l'homme est libéré de toute forme de contrainte, de tout tabou. Il n'y a plus de totem. Aucune société humaine qui veut se pérenniser ne peut pas rentrer dans ce jeu-là. Oui. Et c'est ce qu'on nous propose. Un homme peut épouser un homme, une femme peut épouser une femme, un homme peut épouser un animal, un homme peut faire avoir des relations sexuelles avec un animal, il peut s'enduire des matières fécales des animaux, de ses propres matières fécales. On décloisonne les âges. Un homme de 60 ans peut épouser un gamin de 7 ans, lui faire l'amour, on trouve cela normal. Donc nous sommes dans une société débridée qui veut faire la promotion d'une culture de caniveau, qui va faire de la gadoue, de la merde, des valeurs. Non. L'être humain ne peut pas... C'est ce que Poutine leur dit. C'est ça l'essence même des discours de Poutine. Que nous, notre civilisation, la civilisation humaine, pour laquelle nos aïeux, nos parents se sont battus, nous n'allons jamais l'abandonner. Vous n'allez pas nous forcer à créer quelque chose qui est en contradiction totale avec la nature et la culture, la civilisation humaine. C'est ça l'enjeu central aujourd'hui. C'est ça l'enjeu central. Et je pense que cet Occident-là, et je peux vous garantir que dans ce schéma, il ne voit pas le monde dans sa forme actuelle. 8 milliards pour nous, c'est beaucoup. Il faudrait tailler des coupes claires dans cette population mondiale. La réduire, autant pour moi, à une population qui sera acceptable pour leur projet. Donc, apprêtez-vous à disparaître. Vous et vos enfants. C'est un eugénisme qu'on va créer. Il y a certains gènes qui devront disparaître de l'humanité. Et on voit ce procédé par rapport à la nature. Je vous rappelle que chaque jour qui passe, il y a des espèces naturelles qui disparaissent pour toujours. Il y a des langues qui disparaissent, il y a des animaux qui disparaissent. La faune, la flore. Il y a une destruction de la nature hors norme. Pour le simple besoin, pour le simple objectif de continuer de s'enrichir, de prospérer et de dominer. Je crois qu'un monde comme ça, c'est un monde qui ne peut pas du tout recevoir l'assentiment des bien-pensants de cette humanité qui veulent continuer à avoir notre petite planète bleue, vivre en harmonie avec la nature, mais surtout avec toutes les composantes que Dieu a décidé de mettre dans cette petite boule-là. Et ce tournant décisif ne saurait s'opérer sans mêler à lui l'Afrique, qui devrait jouer un rôle principal et non pas secondaire, justement. Mais moi j'ai l'habitude de vous dire sur le plateau que l'Afrique est la dernière frontière de la modernité et de la civilisation. L'Afrique. La dernière frontière. La dernière frontière. Bon, ailleurs, il y a déjà des évolutions de ce type qu'on a connues. Mais c'est en Afrique qu'on a une poussée démographique hors norme. On a 1,4 milliard déjà. Qu'on a une croissance réelle qu'on ne voit pas ailleurs.
On a un continent qui tient d'un tenant plus de 30 millions de kilomètres carrés. Mais aussi des cultures fondamentales, des cultures primordiales qui résistent à la destruction de l'humanité. On a aussi cette culture de l'humanisme qui tend les bras à tout le monde, qui ouvre la perspective de vivre mieux à l'ensemble des peuples du monde sans faire de distinction, n'est-ce pas, d'ordre raciste ou bien hégémonique. C'est seulement en Afrique qu'on trouve encore ce mode de pensée, cette culture-là. C'est en Afrique qu'on pourra faire des prouesses. Tout à l'heure, je parlais de l'intelligence artificielle. On ne le dit pas assez. La plupart des découvertes et des évolutions majeures dans ce domaine scientifique, elle est faite par les Africains. On ne pourra donc pas comprendre que les Africains vont découvrir des avancées scientifiques et technologiques que les autres vont retourner contre eux. C'est en Afrique qui commence à avoir des réflexions endogènes pour que l'homme puisse continuer de vivre en harmonie avec la nature. Oui. On disait que l'homme domine la nature en se soumettant à elle, autant pour moi. Comment allez-vous faire un monde où les gens détruisent tout parce qu'ils rêvent d'aller vivre à Mars, ils rêvent d'aller vivre à Jupiter, mais pour le faire, il faut détruire la planète qui leur a tout donné. Je crois que ça ressemble à des incantations quand on le dit. Mais je vous le dis, je viens de voir aujourd'hui là, au niveau de l'Angleterre, des trucs scientifiques pour l'insémination in vitro, mais qui introduit un troisième élément. On n'aurait plus besoin seulement des germes du parent, de l'homme et de la femme, mais d'un troisième élément qu'on va introduire pour faire l'homme augmenter de demain. Oui. On ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas des attitudes anti-science. Au contraire, je vous ai dit que les avancées majeures sur le plan de l'intelligence artificielle... Et même de l'Afrique. Je vais vous offrir ma revue. Ça se fait par les Noirs. Oui. On ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Donc, nous pensons que le président Poutine, c'est une chance pour l'humanité. Le président Poutine est une chance pour l'humanité. Le gouvernement russe actuel et le peuple russe actuel, c'est une chance pour l'humanité. L'Afrique doit s'arrimer fortement à cette chance-là pour ne pas basculer dans des cauchemars dont l'une des petites expérimentations ne fut que la crise de Covid. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de la crise de Covid. Oui. Le fait que des gens cachés, je ne sais pas où, peuvent ordonner de mettre le monde entier, la planète entière, n'est-ce pas, sous cloche, et que cet ordre soit respecté. Que sans que des preuves scientifiques nous soient apportées, on impose un vaccin qui ne soigne aucune maladie à l'ensemble de toute une planète. Il a fallu que l'Afrique résiste parce que, bon, il prévoyait, après avoir... maintenant, c'est de moins en moins contesté. On sait très bien que ce virus-là, c'est quelque chose qui s'est échappé d'un laboratoire. Donc là encore, les docteurs, je ne sais pas quoi, qui veulent produire le chaos mondial, réduire la population mondiale pour occuper des espaces qui vont leur permettre à continuer cette forme d'expérimentation macabre et dangereuse pour l'humanité. Ce n'est pas des vues d'esprit, ce n'est pas comment on dit ça, des inventions, des lubies, n'est-ce pas, pour des gens qui ont des attitudes, je ne sais pas, de folie. Non, c'est une vérité. C'est une vérité. La science doit être au service de l'homme, et non le contraire. Il faut qu'ils comprennent. Mais c'est parce que ils sont en droite ligne, ils sont en parfaite harmonie avec l'idéologie. C'est une question idéologique. L'idéologie capitaliste, c'est ça. Amasser le maximum pour soi, détruire tout ce qu'on peut détruire pour être heureux tout seul. Mais quelqu'un disait, hey, il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul. Le monde, certes, doit être plus équilibré, mais vous ne pouvez pas, par devers la volonté des gens, leur imposer des choix qui ne correspondent ni à la culture, ni aux évolutions de la science, ni, n'est-ce pas, à leur propre volonté,
de vivre dans des espaces qui leur conviennent. Voilà. Merci, Passion Parfendum. Cette fameuse transition que nous n'avons pas eue au tout début, nous allons la prendre tout de suite pour revenir sur notre deuxième sujet d'actualité qui nous intéresse dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Nous allons déposer nos valises au Mali après cette transition. Merci à tous de nous regarder encore sur nos différentes plateformes For You Media Africa et de nous écouter et de nous regarder à travers notre application éponyme et via notre radio 96.3 FM For You Radio. C'est un plaisir d'être avec vous. À présent au Mali, c'est un secret de Polichinelle. Le référendum se tiendra le 18 juin prochain. Après l'annonce faite par le ministre Abdoulaye Maïga, l'Union africaine, par le biais du président de la Commission, a salué les efforts du pouvoir en place, les avancées enregistrées notamment par la tenue prochaine de ce référendum, sans omettre l'organisation des prochaines élections présidentielles de ce côté-là et la mise en place d'un organe tout simplement indépendant qui veillera sur l'organisation de ces élections sur le territoire malien. À présent, nous parlons justement de cette actualité du côté du Mali, mais quels sont les questionnements? À quoi renvoie ce message passé justement à toute l'Afrique, peut-être par le Mali, avec l'annonce de ce référendum qui était censé se tenir en mars dernier et avait été renvoyé? On a bien constaté, Passion Parfendum, après le renvoi de ce référendum, des langues se sont déliées, non pas pour apporter concrétisation à ce pouvoir de transition au Mali, mais pour jeter l'opprobre à ce pouvoir installé justement sous l'égide du président Assimi Goïta. Écoutez, il y a une rupture fondamentale entre le Mali actuel et l'ancien Mali, du point de vue de la vision globale des choix politiques, mais surtout du nouveau cap que ce pays est en train de vouloir prendre. Oui. Il y a une rupture totale entre la volonté de certains de continuer à maintenir le Mali dans ce qu'on appelle vulgairement le précaré français et l'ambition légitime des nouvelles autorités maliennes de faire de Mali un espace de souveraineté assumé par son propre peuple. C'est là l'enjeu central. Tout le reste tourne tout autour. Donc, il y a des manipulations des élites, de certains hommes politiques et même de certains leaders d'opinion par les forces qui ont toujours dominé le Mali et qui n'ont pas permis au Mali le véritable décollage, à la fois économique, et social et même culturel, dont légitimement ils auraient dû se prévaloir. Il y a aussi le fait que nous sommes sur le plan géopolitique mondial à l'aube de la naissance de quelque chose de nouveau qu'on appelle le monde géopolitique. Donc dans cette confrontation, dans ce fourmillement, ce fratras, n'est-ce pas, du déplacement des plaques tectoniques, évidemment, il y a des espaces, des espèces de bons, de bonus ou bien de malus qu'on donne à certaines avancées. Et je crois que le Mali n'en fait pas exception. Il y a des gens qui donnent des bons points, d'autres des mauvais points. Ils disent oui, là c'est bon, vous êtes sur la bonne voie parce que vous respectez prétendument la Constitution, parce que vous respectez la volonté de la communauté internationale d'imposer ce qu'ils appellent l'alternance à la tête des États pour tous les pays, en respectant les constitutions qui se sont données. C'est un langage pour les pays qui ont décidé de faire autrement comme le Mali, qui aujourd'hui n'ont plus de valeur. Il faut que le Mali s'affirme comme un État souverain. Et nous pourrons s'affirmer comme État souverain qu'en essayant de créer des formes de rupture avec l'ordre ancien. Cet ordre-là qui leur a plongé dans cette situation de déni même de l'État, parce que avec la guerre qui a été imposée au Mali, c'était une tentative de remettre en cause même l'existence de l'État malien qui s'est opéré après avec cette poussée djihadiste et terroriste. Et le Mali a fait le choix
de se battre avec ses propres armes, avec de nouveaux acteurs, avec de nouveaux partenaires pour se sortir de ce piège. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, sans oublier les soutiens africains également. Oui, donc le point de vue de l'Union africaine aujourd'hui, pour moi, n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur parce que n'oublions pas que cette Union africaine a été l'un des pôles de contestation de la nouvelle réalité politique malienne. Ils ont soutenu les sanctions de la CEDEAO qui ont frappé le Mali. Donc, aujourd'hui, se font dans une espèce de satisfecit, n'est-ce pas, par rapport à l'évolution de la transition malienne. Moi, j'ai comme l'impression que c'est pour ce... Je ne sais pas, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Bon, mais c'est un jeu. C'est un jeu, et ce jeu il est d'ordre multiple. On essaie de voir dans quelle mesure on peut essayer d'amadouer le Mali pour revenir à de meilleurs sentiments. Même par rapport au G7 Sahel, il y a encore là des poussées avec la médiation de certains diplomates nigériens, tchadiens qui demandent au Mali de revenir à la maison. Mais le Mali a posé ses conditions. Ça veut dire que le retour en arrière va être assez difficile. Le retour en arrière, ça veut dire reviens, redonne tes mains pour qu'on te mette des chaînes. En réalité, ce sont des gens qui réfléchissent comme les anciens esclaves. Quand ils étaient libérés, ils faisaient le tour de la concession de maître et revenaient dire au maître. Mais on me dit que je suis pour aller où je me sentais mieux chez toi. Oui. C'est ça le propre des esclaves de maison. Donc, je pense que quand on a décidé de prendre son destin en main, comme le font les Maliens aujourd'hui, il n'est plus question de retourner vers la case départ, qui est une case de misère, de pauvreté, de refus ou de se doter de sa propre liberté, de sa propre souveraineté, de sa propre indépendance. Donc, le Mali est indépendant aujourd'hui, il a décidé de faire son petit bonhomme de chemin. Les communiqués ni des instances régionales, ni de l'Union africaine, pour moi, ne sont que de la poudre de parlimpempem pour en réalité repousser le Mali, ramener le Mali vers des situations de domination et d'assujettissement et de vassalisation de l'ordre international, en guillemets, de la fameuse communauté internationale. C'est ça l'objectif. Vous ne voyez pas en cela une manière de se dire, bon, tant qu'à faire, on voit que le Mali avance aujourd'hui et que l'histoire africaine est en train de prendre une autre tournure. Alors, en tant qu'institution africaine, pourquoi rester en deçà? Pourquoi seulement le Mali? Que disent-ils de la République centrafricaine? Elle est presque à fond concernant la crise soudanaise. Pourquoi uniquement le Mali? Parce que la gifle malienne son écho continue de se faire ressentir à travers notre continent. C'est une gifle terrible. Souvenez-vous, du haut de la tribune de l'ONU, les discours du Premier ministre malien par intérim, le colonel Maïga. Oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dis que l'écho, la puissance de cet écho-là continue de traverser l'onde de choc que ça a produit l'ensemble de notre continent, surtout de sa jeunesse. Donc voilà, on veut détruire le Mali. On veut remettre en cause ses avancées majeures. Donc, moi, vous pouvez peut-être applaudir. Moi, je ne me laisserai pas piéger par cette tentative de cette instance qui a tout fait pour mettre le Mali à genoux, qui a cautionné des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple malien. Ça a eu de faire le propre mea culpa en disant qu'il s'était trompé et non de venir comme ça par de petits satisfecits à la petite semaine faire semblant de féliciter le Mali pour le chemin parcouru jusqu'ici. C'était dans l'ordre des choses. Les Maliens, le gouvernement malien ne s'était pas caché. Ils avaient leur cahier de route, ils l'avaient exprimé, ils l'avaient exposé au grand jour, bien avant. C'est les autres qui ne croyaient pas à la capacité de Mali et à la sincérité des dirigeants maliens de dérouler cette feuille de route-là. Donc c'est eux qui ont un problème, et non les autorités du peuple malien. Donc je continue de féliciter à travers votre émission le colonel Assimi Goïta. J'ai des félicitations, président. Tu es en train de démontrer à la face du monde que les Africains peuvent
être des gens sérieux, des gens qu'on doit prendre au sérieux, mais surtout des gens qui savent ce qu'il faut faire pour le bonheur de leur population. Et on a un Mali aujourd'hui qui continue justement de mettre un petit pas devant l'autre aujourd'hui avec ce référendum qui sera organisé. Il faut rappeler que c'est d'ailleurs adossé sur la nouvelle constitution du Mali. Maintenant, vous êtes un homme politique, passion parfendum. Cette constitution, selon vous, représente-t-elle une garantie, cette fois-ci, d'un État solide malien, c'est-à-dire l'État actuel, dans l'État actuel des choses? D'abord, il faut féliciter la démarche qui va certainement aboutir à la validation de cette constitution par le biais de ce référendum qui est attendu. J'espère que For You Media Africa sera sur place pour nous donner le rendu qu'il faut quant au déroulé de ce référendum. Il faut féliciter la démarche. La démarche ne fut pas une démarche à la hussarde, comme on a l'habitude de le voir dans les pays sous de précaré français et qui se font avec l'onction et la bénédiction de Paris. On le voit ailleurs. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a conçu une nouvelle constitution. On est passé par une constituante authentiquement malienne. On a ouvert le débat sur le fond, le draft de cette constitution qui a été envoyé à toutes les institutions maliennes, à tout le peuple. Le débat s'est fait partout. Oui. À la fin de ce débat, on a remonté. Il y a eu une remontée des amendements de la constitution. Tous ces amendements ont été de nouveau pris en compte par la structure qui centralisait l'ensemble de ces requêtes, on peut les appeler comme ça, pour améliorer la Constitution. Donc c'est une Constitution qui n'a pas été imposée aux Maliens. C'est une Constitution qui prendra corps avec la participation des Maliens de manière authentique dans l'ensemble des amendements qu'ils ont eu à faire. Cette Constitution, c'est aussi de propre volonté qui s'exprime. Et maintenant, on va passer par l'élément de validation pour qu'on s'assure qu'effectivement le peuple se reconnaît dans cette nouvelle constitution. C'est ça le référendum. Il y a très peu de pays dans le précaré français qui abordent ce cheminement. C'est ça qui fait, une fois de plus, le charme de Mali et qui va davantage légitimer cette constitution au sortir de ce référendum. Et je ne me fais pas du tout ni de soucis, je ne suis pas tout pessimiste. Cette constitution sera votée majoritairement par les Maliens. Et elle va consacrer quelque chose de nouveau. C'est le Mali nouveau que cette constitution va consacrer. Un Mali qui va enfin se réapproprier de sa souveraineté, perdue pendant très longtemps, confisquée pendant très longtemps par la France. Ne mâchons pas nos mots. Oui. Bon, je crois que c'est quelque chose de nouveau dans le landerneau politique france-africain. C'est l'expression du fait que quand on veut, on peut. Et que tout dépend de nous. Une constitution, passion parfendum, qui finalement donne le pouvoir au peuple, mais également au président de la République de gérer son gouvernement, d'observer et puis de pouvoir analyser et de juger. Finalement, c'est ce que l'on constate, parce qu'on se rend bien compte qu'une fois qu'un président de la République n'arrive pas à donner les résultats escomptés, bien sûr, par le peuple, il peut être démis de ses fonctions, par exemple. Je vous dis, c'est quelque chose de fantastique qui se passe au Mali. On n'attend pas la fin de ton mandat. Parce que les gens, par exemple, aujourd'hui en Occident, prenez le cas de Macron, ils s'agrippent sur le fait... Sur la durée du mandat. De la légalité, c'est là la question de la légalité. J'ai la légalité républicaine. Comment conférer l'élection présidentielle qui m'a placé là. Mais est-ce qu'il est encore légitime de prendre certaines décisions aujourd'hui? C'est ça le problème. Regardez, M. Zelensky, en Ukraine. Certes, il a été élu président. Mais en est-il légitime de pousser son peuple complètement dans cette guerre inutile qui ne crée que les larmes de sang, les rivières de sang, la désolation, qui sacrifie toute une jeunesse
est-il légitime encore comme président de l'Ukraine? Il faut se poser la question. Donc, en Afrique, ce système a permis, souvent par le biais de tripatouillage de certains individus, à s'imposer à la tête des États et à continuer une politique qui était complètement en déphasage avec les ambitions, les intentions propres du peuple. On peut citer 1000 camps au niveau de notre continent. Les Maliens disent aujourd'hui qu'il faut toujours que les politiques du chef de l'État et de son gouvernement soient en harmonie, en accord, en symbiose avec la volonté du peuple. S'il y a un hiatus qui se crée, vous démissionnez, monsieur. Surtout si vous êtes incapable d'apporter des résultats, n'est-ce pas, aux problématiques pour lesquelles vous avez été élu. Les gens, pendant les campagnes, ils promettent monts et merveilles. Arriver à la tête de l'État, au niveau du fauteuil présidentiel, ils oublient. Ils demandent souvent le bénéfice du doute Ça en passe, disant passe que... par perte de profit. D'où là encore, on dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà ce que nous disent les politiciens français. Donc, quelqu'un a été élu sur la base d'un contrat social avec son peuple, mais arrivé à la tête de l'État, il fait pratiquement le contraire de ce pourquoi il s'est engagé pendant les périodes de campagne électorale et qui ont fondé le peuple à lui accorder leur confiance. Voilà, l'Afrique, surtout dans la région France-africaine, ça a toujours été ça. Je crois qu'il faut mettre un terme à cela. C'est ça qui fait le charme de cette nouvelle constitution. Il faut que vous soyez capable de produire des résultats. Oui. Mais surtout, de donner au peuple ce que vous leur avez promis. Si vous êtes incapable, il faudrait au moins revenir vers le peuple pour leur expliquer que de dire le peuple, on s'en fout, comme M. Macron dit là. Et la foule, c'est quoi? La foule ne compte pas. Donc, c'est le peuple qui est traité de foule aujourd'hui. Et quand on dit la foule ne pense pas, donc, on n'est pas obligé de rendre compte à cette foule-là. C'est dommage. Et dans cette constitution, partium perfendum, on ne saurait oublier l'aspect culturel également qui a tenu à avoir une très grande importance, notamment en ce qui concerne la laïcité du pays, sans oublier la question de la langue parlée du côté du Mali. C'est une presque abolition du français de ce côté-là qui devient une langue... disons une langue formelle, une langue de travail, c'est-à-dire que aujourd'hui ça pourrait devenir comme... En fait, ça devient un accessoire. Et à part cela, il y a quand même plusieurs questions culturelles à l'intérieur. Je vous ai dit que la nouvelle constitution malienne va consacrer la question de la réappropriation de la souveraineté par les Maliens eux-mêmes. Ils vont arracher leur souveraineté confisquée depuis très longtemps. C'est ça qui est très important. Cette question des langues, elle semble banale. Mais elle contient une part de domination culturelle parce que, en fait, qui ne dit pas son nom. Pourquoi jusqu'à un passé récent, l'Afrique est restée sous la domination des étrangers? C'était à cause de la langue. Nous-mêmes avons participé à créer un mini génocide culturel en tuant nos propres langues. Nous en faisons par la peine nos langues. C'est ça, le génocide. Et quand vous perdez votre langue, vous perdez votre culture. C'est l'un des éléments essentiels de votre culture. Quand vous perdez votre culture, vous devenez quoi? Une espèce d'hybride. Qui ne sait plus s'il est africain, s'il est noir, s'il est autre chose. Voilà vers où on veut nous pousser. On veut harmoniser, on veut la pensée unique, la culture unique, tout. Or, l'homme, il est varié, c'est dans cette diversité que se trouve le génie du dynamisme de l'être humain. Pourquoi imposer une langue que l'on y a aux autres? Pourquoi? Donc je crois que là, le Mali est en train de donner le temps. Mais avant le Mali, là en Afrique du Sud, c'était l'une des avancées majeures du gouvernement de Mandela. C'est qu'il y a plusieurs langues officielles. Il y a le Xhosa, il y a le Zoulou, mais il n'y a pas que l'anglais comme langue officielle. Si vous êtes dans un tribunal, vous n'êtes pas obligé de parler en anglais. Vous pouvez parler dans votre langue. Si c'est le Zoulou, vous parlez à Zoulou. Vous avez face à vous les juges Zoulou, tout l'armada juridique Zoulou. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela a comme avantage pour certains
On dit le traducteur traite. Moi, j'ai assisté une fois à un tribunal LDA où il y avait un traducteur qui disait carrément le contraire de ce que le plaignant lui essayait d'expliquer. Oui. C'était terrible. Donc, je crois que ces questions-là sont très importantes. Et puis, il y avait votre première question dans cette dernière... Sur la laïcité? La laïcité, la question de la laïcité. Peut-être qu'on va aller vers étapes dans cette affaire-là. Oui. Pour la laïcité, beaucoup de gens ont estimé que les religions qui nous ont été imposées étaient de facto nos propres religions. Pour ceux qui étaient des chrétiens, c'était normal que tout le monde soit chrétien. Regardez le Nigeria. Pour ceux qui étaient des musulmans, c'était normal que tout le monde soit musulman. Touché à ces questions-là, ça entraîne des guerres. C'est ça le Nigeria. Il y a des États au nord. Le Nigeria, c'est une fédération. Hein? Oui. Les États au nord du Nigeria qui appliquent la charia. C'est très grave. Il y a des États au nord du Nigeria où remettre en question l'arabe, vous pouvez finir une corde de cou. C'est une transgression. C'est terrible. Oui. Alors que ce sont des cultures, des religions et des langues qui nous ont été imposées, ce ne sont pas les nôtres. Doumbia Fakoli, il est passé par la case prison au Mali. Quand le Mali dit que maintenant nous sommes un État laïque, la laïcité c'est quoi? La laïcité ne veut dire pas qu'on rejette les religions, mais que les gens sont libres dans leur pratique religieuse, qui devient d'ailleurs une affaire privée. Et beaucoup au Mali, certains imams ne l'acceptent pas. Il faut une soumission absolue à Allah. Il faut faire attention. Il faut leur dire que historiquement, n'oubliez pas que c'était un accident de l'histoire qui a fait que le Mali soit aujourd'hui en majorité un pays musulman. Et que cette affaire de cette religion musulmane-là, elle n'est pas africaine. Ce n'est pas une religion africaine, comme la religion chrétienne. Il faut avoir le courage de le dire aux gens, même si nous pratiquons cette religion. Il faut, à minima, essayer même de les domestiquer aujourd'hui. Pour y introduire des parts de notre propre culture traditionnelle, qu'on appelle l'animisme. Bon, c'est ce que chacun libre de dire ce qu'il veut. Chaque peuple a son chemin qui le conduit vers le Très-Haut. Quand vous lisez la Bible, on s'extasie sur la Bible. C'est quoi? C'est l'expression la plus achevée de la culture judaïque. On dit judéo-chrétien, mais en réalité judaïque. C'est la même chose pour la religion islamique. Nous avons des amis qui pratiquent cette religion parce que toutes ces religions d'ailleurs, elles prônent l'amour. Mais elles ne doivent pas, sur le fallacieux prétexte qu'elles existent, piétiner d'autres formes de religion qui ne sont pas forcément ces religions-là. Surtout celles qui sont des religions endogènes. Oui. Il faut... C'est ça, la liberté. Il faut donner la liberté, n'est-ce pas, à chacun de choisir sa religion, de choisir son culte, de choisir sa... C'est ça la liberté. Vous ne pouvez pas confisquer la pensée libre des individus. Vous ne pouvez pas confisquer la volonté des individus, n'est-ce pas, d'embrasser des formes de culte, de religion, et je ne sais pas quoi, de leur rapport à Dieu qui leur conviennent. Donc, je crois que on est en train de repousser les frontières de ce qui fut l'esclavage d'hier. Oui. Parce que la traite arabo-berbère, on n'en parle pas beaucoup. Ça a duré 13 siècles. Avec des dégâts hors normes. Des jeunes noirs qui étaient complètement castrés pour ne pas faire des enfants. Réduits en esclaves. J'ai dit 13 siècles. La traite arabo-berbère, elle était de loin la plus violente. Elle a même dépassé la traite, ce qu'on appelle le commerce triangulaire, la traite des nègres. On n'en parle pas beaucoup. Mais il ne faut pas que les gens donnent l'impression qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Oui. Donc, toutes ces religions-là, en fait, elles sont faites pour nous dominer. Nous comprenons que de plus en plus, même les tenants de ces régions commencent à comprendre la douleur qu'ils ont infligée au peuple africain. Et il y a des petits correctifs qui sont apportés, mais qui ne sont pas encore des correctifs comme on aimerait qu'elles soient faites. C'est pour ça que l'homme africain doit être libre de choisir sa propre religion, sa propre culture, d'adorer ses propres ancêtres. Je peux vous le dire. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas et cracher sur vos ancêtres. Il y a un problème.
Vous êtes vivant aujourd'hui, vous êtes la princesse Kassanda Bégoudé parce qu'il y a eu des ancêtres. Et ces ancêtres-là, nous devons aussi les vénérer. Ils sont notre lien. Ils sont la courroie de transmission qui nous permet aussi d'arriver à Dieu. On ne peut pas nous le refuser. Donc je crois que le fait d'accepter le caractère laïque de la religion, d'ailleurs le colonel Assimi Goïta est musulman, il ne s'en cache pas, mais il consent quand même d'accepter qu'il y ait d'autres gens, qu'il y ait d'autres formes de religion. Qu'ils ne soient pas que des chrétiens, mais aussi des religions animistes. Pour moi, ce n'est pas une insulte de dire que je suis animiste, au contraire. Pour moi, c'est très valorisant. Merci, Passion Parfendum, pour vos différents points de vue et votre expertise apportée à cette émission, votre regard panafricain apporté à cette émission sur les différentes questions qui ont été mises sur la table. Nous avons pu parler du maître du Kremlin qui a tenu un discours où il déclarait qu'un tournant décisif est à nouveau en train de se préparer dans la civilisation. Nous sommes revenus également sur le référendum prochain prévu pour le 18 juillet 2023 et la réaction de l'Union africaine face aux différentes avancées de la transition en place du côté du Mali. Pour vous, le Kremlin a totalement raison et continue de marcher dans cette voie pour permettre au monde de vivre cette multipolarisation, mais également du côté du Mali, l'Union africaine et sa réaction sont un épiphénomène. Merci en tout cas infiniment à vous et on se donnera rendez-vous très prochainement. Vous lisez là le magazine voilà, qui appartient à la maison, la grande maison For You Media Africa. Oui. C'est déjà le numéro, c'est 117. Oui. Voilà, le journal Politics est déjà dans les bacs. Vous pouvez vous en procurer et vous ne serez pas déçus parce que c'est un peu une For You Media Africa touch qui s'exprime à travers ce très beau journal. Effectivement, allez, oui. À nos internautes, téléspectateurs et tout ce que nous écoutons. Peu importe où ils se trouvent d'ailleurs. Au niveau des kiosques que vous procurez, voilà, de cette nouvelle réalité. Le journal, le Politics. Peu importe où ils se trouvent, sur e-kiosque, ils peuvent tout simplement regarder et constater la une et le contenu de ce journal dans les différents kiosques et journaux du Cameroun également. Ils peuvent s'en procurer. C'est une édition d'ailleurs très particulière avec une célébration du 1er mai, fête du travail à For You Media Africa. Passion Parfendum, vous pouvez être commercial déjà? Écoutez, quand c'est bien fait, je ne suis pas égoïste, je veux pas... Oui, il faut partager ce qui est bien. Donc je partage l'information parce que j'estime que là, il y a des choses assez importantes qui sont faites là. Voilà. Donc je dis, il ne faut pas cacher. L'humilité, c'est aussi mettre à disposition du grand public l'ensemble des éléments qui peuvent leur permettre de muscler davantage leur connaissance sur ce qui se passe et localement et sur le plan global. Évidemment. Merci à toute l'équipe For You Media Africa. Merci également à Albert Dibongue qui était à la mise en onde de ce programme. Nous vous retrouvons très prochainement. Au revoir, Yabassi. For You Radio, Malabo, Oyala, Bata, Koudougou. For You Radio, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Maïdougouri.